Donc, on va commencer cette partie 2 du webinaire sur les veines. Donc, je vais être accompagnée. Donc, moi, je suis Fanny Bajal, l'une des cardiopédiatres à Necker. Vous voyez ici masqué t-shirt violet Dr Lan, qui travaille au laboratoire d'hémostase et avec qui on collabore depuis presque 15 ans. Et puis Annie Haroche, qui est venue en tant qu'expert et pédiatre en hémostase clinique et qui va être là aussi pour répondre aux questions. Il y a déjà pas mal de questions. Ce qu'on vous propose, c'est de faire l'ensemble du diaporama parce que peut-être les réponses viendront au fur et à mesure de la présentation et puis on va prendre un temps à la fin pour y répondre. On a essayé de faire bien sûr un peu de théorie, mais pas mal de cas cliniques et de situations cliniques auxquelles vous pouvez être confrontés dans ce type de pathologie. Alors, ça commence pas très bien. Attendez. Donc voilà, on va parler donc tout d'abord des thromboses veineuses profondes chez l'enfant, avec l'importance de l'hémostase, et c'est pour ça que l'équipe est plus importante que juste un cardiopédiatre, avec cette fameuse dynamique de l'hémostase en fonction de l'âge des enfants, et donc ça va compter beaucoup, on va le voir dans l'épidémiologie, mais aussi dans la manipulation des traitements. Et effectivement, le nouveau-né va être très différent de l'enfant et bien sûr de l'adulte. Et donc, on va petit à petit explorer toutes ces voies pour comprendre l'épidémiologie de cette maladie. 3 grandes périodes dans la vie. Donc, comme on l'a dit, les nouveau-nés qui ont une vraie tendance à l'hypercoagulabilité, avec une réduction physiologique des inhibiteurs de la coagulation. Et puis, une augmentation de certains facteurs comme le facteur Willebrand ou le facteur 8. Et puis, cette hématocrite qui est également très élevée dans les premières semaines de vie. Concernant l'enfance, il y a de protection contre la thrombose, avec cette fois-ci des facteurs qui favorisent les thromboses qui sont moins importants, dont la thrombine, et puis des inhibiteurs comme l'alpha-2 macroglobuline qui vont être à des taux plus élevés. Et donc les enfants, on le verra, sont plus protégés. Et puis l'adolescence qui se rapproche de l'âge adulte avec ce risque de thrombose qui se majore, avec bien sûr les modifications hormonales et la problématique de la contraception chez les jeunes filles. Et on verra que parfois elle n'est pas à but contraceptif, mais parfois contre de l'acné et peut entraîner des complications graves. Et donc l'interrogatoire va être bien sûr très important, on va mettre une patiente sous contraceptif. Un petit schéma pour rappeler les cascades entre les protéines coagulantes et l'inhibition. Encore une fois, dont Dominique Lannes va vous parler plus en détail après. Concernant l'épidémiologie des thromboses veineuses profondes, si on regarde l'incidence du premier événement chez l'homme, vous voyez que l'adulte, on est à 1 à 2 pour 1000 par an, avec bien sûr une croissance exponentielle de l'incidence avec l'âge, et regardez l'incidence chez l'enfant qui est très nettement inférieure, 100 fois moins fréquente que chez l'adulte, avec du 0,07 à 0,05 pour 1000 enfants par an, avec des registres hollandais entre autres. Donc c'est vraiment une maladie beaucoup plus rare, et on va voir cependant qu'elle est en grande progression au vu des progrès de la médecine. Il faut retenir certains facteurs de risque, mais bien sûr le cathéter central va être un des grands pourvoyeurs de thrombose veineuse centrale profonde, et le cancer, même si nous on n'est pas directement impacté, ça peut être le cas pour les gens qui sont dans les laboratoires d'hémostase, et puis la chimiothérapie qui va donc avec le cancer. Et donc en gros, on peut retenir que chez les nouveau-nés, 90% des thromboses veineuses profondes vont être en relation avec le cathéter central, et c'est encore 70% chez l'enfant. Donc vraiment, on verra un des facteurs favorisants, et bien sûr une action potentielle de prévention si on peut se séparer de ce cathéter central. Concernant la distribution de l'âge, cette courbe
montre très bien qu'il y a un vrai pic néonatal. Et puis, vous voyez, petit à petit, ça diminue au cours de l'enfance et ça va reprendre à la puberté, donc 11-12 ans. Donc, on retient moins de 6 mois et encore moins d'1 an, et puis plus de 11 ans. Et donc, c'est bien sûr dans les étiologies qu'on va devoir rechercher un des critères qu'il faudra noter. Pourquoi c'est un vrai challenge médical? On l'a vu, l'hémostase et les variations d'hémostase au cours de l'âge vont bien sûr rendre la prise en charge parfois délicate. Clairement, par rapport à l'adulte, on va avoir moins de facteurs de lésion de l'endothélium comme dans le diabète ou l'hypertension, et puis des facteurs de risque qu'on a vu qui vont progressivement survenir avec l'adolescence et éventuellement des expositions aux toxiques comme le tabac. Mais donc c'est clair qu'il y a une vraie différence entre l'enfant et l'adulte. Et puis la réponse pharmacologique, on en parlera aussi avec Dr Lannes tout à l'heure, stase particulière en fonction de l'âge. Et puis un petit focus sur les prématurés. Vous savez tous qu'aujourd'hui le nombre de grands prématurés et prématurés est en augmentation, entre autres du fait de l'accès à la PMA. Et donc il y a une vraie augmentation de 20% depuis une vingtaine d'années de la prématurité. Vous voyez qu'il y a 50 000 prématurés qui vont naître en France tous les ans, et dont 2500 qui vont être des grands prématurés de moins de 28 semaines. Et on va voir dans les cas cliniques que quand il faut gérer des HBPM sur des nouveau-nés de 700 grammes, on voit bien que la galénique des HBPM va être difficile à manier. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on l'espère, les AOD vont prendre une place s'il y a des études qui s'intéressent aux prématurés, ce qui est pour l'instant pas encore le cas. Et puis quand on regarde, et je vous l'ai dit, les progrès de la médecine ont fait qu'il y a une augmentation claire des thromboses veineuses profondes. Aujourd'hui, plus de 70% chez les enfants hospitalisés. Et puis, ça aussi, des nouvelles données, une vraie récurrence, un vrai risque de récurrence, qui est entre 7 et 15% selon les études. Et donc, les enfants exposés une fois à une thrombose veineuse profonde vont pouvoir l'être. C'est aussi comme ça qu'on a pu avoir de l'adhésion dans les essais thérapeutiques, parce qu'un patient opéré du cœur qui a une thrombose sur cathéter central et qui est injecté en HBPN pendant 6 semaines à 3 mois, c'est sûr que si un jour on a des AOD, les parents seront bien sûr ravis d'avoir ce traitement si la récidive survient au cours du suivi. Une mortalité qui n'est pas négligeable, 3%, et une forte morbidité avec bien sûr les complications potentielles des embolies pulmonaires sur le cœur pulmonaire chronique, l'AVC en cas de cardiopathie cyanogène associée, comme toute thrombose veineuse profonde, va pouvoir entraîner un AVC ischémique. Donc une vraie prise en charge obligatoire, systématique, pour limiter bien sûr la morbidité à long terme. On l'a dit, on le redira, c'est rarement idiopathique, et bien sûr le cancer va être une des grandes causes, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Et puis parfois des risques qui vont être transitoires, qui, on l'espère, en les traitant, vont diminuer le risque de thrombose. Et il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la thrombose veineuse profonde chez l'enfant est reconnue comme une priorité du fait de la mortalité dont on a parlé, mais aussi de la morbidité, et que c'est montré aujourd'hui que ça peut affecter le développement normal d'un enfant que d'avoir des événements de ce type. Et donc, c'est probablement pour ça aussi que les choses avancent sur le plan des thérapeutiques. Dans quelles conditions peuvent survenir une thrombose veineuse profonde? Donc on en parlera, la thrombophilie, même si on verra que ça reste quelque chose d'assez rare, mais bien sûr qu'il faudra savoir discuter le bilan, et on verra quel bilan et dans quelles conditions. Certaines anomalies anatomiques rares. Et quand on regarde cette étude, et on en reparlera quand on parlera du bilan de thrombophilie, vous voyez que pour ce qui est de risque de récurrence, déficit en protéine C, protéine S ou en antithrombine peuvent clairement exposer parfois à des risques importants de récurrence. Pour la lipoprotéine A, des choses encore plus rares, même si tout ça est déjà très rare. Et donc là aussi, il faudra savoir, dans des cas exceptionnels, se faire aider des fameux médecins qui sont à côté de moi, qui ont un vrai rôle biologique dans la discussion du bilan et des causes potentielles pour bien sûr trouver des attitudes pour le suivi.
Le cancer, on l'a dit, mais vous voyez que bien sûr les cardiopathies congénitales sont aussi présentes, les infections intestinales et toutes ces maladies chroniques très sévères vont bien sûr être un des facteurs de risque de ces patients. Et puis dans d'autres papiers, encore une fois, la malformation cardiaque va être une des choses qui va exposer à ce risque de thrombose. Donc, quand on regarde dans cette étude les facteurs de risque de thrombose veineuse profonde, le fait d'être en soins intensifs, d'avoir un cathéter central, d'être ventilé, et puis la durée de séjour en réanimation, avec bien sûr chaque jour qui compte. Et donc l'idée, bien sûr, ça va être de diminuer le plus vite possible la ventilation, enlever les cathéters centraux si on peut, et sortir de réanimation, parce que rien que le fait d'être en réanimation expose à un risque important de thrombose veineuse. Et vous imaginez bien qu'un enfant de 600 grammes va de toute façon rester en réanimation pendant plusieurs mois, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui une des populations fragiles et exposées à ce type de problème. Quand on associe cardiopathie congénitale et cathéter central, vous voyez que le risque de thrombose, il est de 28%, donc il est très important. Et bien sûr, on va cumuler les risques en post-opératoire de chirurgie avec, on en parlera tout à l'heure, des facteurs biologiques qui peuvent favoriser encore ce risque de thrombose. Et justement, une étude a montré dans le post-opératoire de la chirurgie cardiaque que le fait de recevoir du plasma frais congelé va augmenter le risque de thrombose veineuse profonde. On peut bien sûr avoir besoin de cela en fin de CEC ou en réanimation, mais que globalement, il faut probablement encore mieux revoir les indications, parce que si ça se confirme, et c'est un risque qui était avec un autre ratio à 3,6, alors il faut savoir limiter ces perfusions si elles ne sont pas indispensables. Quand on regarde les populations anticoagulées, vous connaissez cette série qu'on avait publiée en 2012 qui concernait les 104 enfants suivis sous AVK avec une répartition d'un tiers de moins de 6 ans, un tiers de 6-12 ans et un tiers de 12-18. Quand on regarde quels sont les enfants qui avaient une anticoagulation par AVK pour potentiellement une prise en charge de thrombose veineuse profonde, elles sont rares, et donc j'ai regardé ce groupe, donc c'était 2 malades, vous voyez encore une fois très rare, des enfants qui font des AVC sur cardiopathie cyanogène avec probablement une embolie provenant d'un thrombus connu, visible ou pas. Et puis dans les extracardiaques, il y avait, on le verra tout à l'heure, un SAPL, des lupus, donc encore une fois, vous voyez, très peu de malades. Si on ajoute, et on parlera tout à l'heure de l'indication d'anticoagulation ou de l'antiagrégation dans le post-opératoire des CPT ou chirurgie de Fontan, vous voyez que là, on a un nombre de malades beaucoup plus important, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les essais avec les AOD concernent ces patients-là, qui sont potentiellement un nombre de malades beaucoup plus élevé dans l'avenir. Et donc justement, l'anticoagulation dans le Fontan, cette grande revue de 2015 qui ne montrait pas de bénéfices aux AVK par rapport à l'aspirine en post-DCPT, une étude un peu plus récente sur, c'était 1200 malades les premiers, là c'est un peu moins de 500 malades, encore une fois pas de différence entre l'aspirine et la warfarine, et puis une étude plus récente, et d'ailleurs c'est qui est recommandé aujourd'hui chez l'adulte, l'anticoagulation dans le Fontan chez l'adulte est pratiquée de façon importante avec un INR entre 2 et 3. Et donc si on regarde cette fameuse étude pédiatrique qui a fait discuter ces différentes pratiques, donc c'était en 2011, 111 patients en prophylaxie de la thrombose après Fontan, aspirine versus warfarine, il n'y avait pas de différence significative. À la suite de ce papier, l'équipe avait recherché des facteurs de risque, et donc quand on regardait à 2 ans et demi, déjà on s'apercevait que il n'y avait que 69% des patients qui n'avaient pas été exposés à un risque de thrombose. Vous voyez que seulement un tiers des cas, les patients sont symptomatiques. Et quand on regarde donc cette courbe, on s'aperçoit aussi que les événements thrombotiques, quand ils surviennent essentiellement en post-opératoire et dans les 6 premiers mois. Et c'est vrai que
parfois l'habitude d'anticoaguler au moins 1 an en post-DCPT quand on met des AVK. Et vous voyez que petit à petit, au fur et à mesure du temps, l'incidence des thromboses vont réaugmenter, ce qui va avec la pratique actuelle des anticoagulants chez l'adulte. Et quand on regarde les facteurs de risque de cette étude, des cardiopathies qu'il faut connaître, parce que c'est là où il faudra discuter, je pense, une anticoagulation par AVK si on considère qu'elle est adaptée. Les abscies, bien sûr, toutes les artères pulmonaires avec distorsion qui vont favoriser la stase et le risque d'embole, le fait d'avoir une bilirubine basse en préopératoire, un cathéter central de plus de 10 jours ou encore à l'hôpital, et puis une saturation basse. Et encore une fois, et c'est ça dont on va discuter, le fait d'avoir un traitement par AVK non contrôlé est un facteur de risque d'avoir une thrombose en post-opératoire. Et juste parce que vous savez qu'on s'intéresse au contrôle justement de ces traitements, donc ce qu'ils appellent le non contrôlé warfarine, hein, c'est un TTR, un temps passé dans la fenêtre, inférieur à 30%. Et ce qu'ils appellent la warfarine contrôlée, c'est un TTR supérieur à 30%. Juste pour qu'on soit au clair, le fait d'avoir un TTR au-dessus de 30% ne suffit pas à dire qu'un traitement est équilibré. Aujourd'hui, on admet qu'il faut avoir un TTR au moins à 70% du temps dans la fenêtre. Je vous ai remis les chiffres qu'il y avait dans l'étude qu'on avait publiée en 2012, qui était 80%. Donc, je serais bien sûr très intéressée de comparer un traitement par AVK bien conduit avec un TTR à plus de 70% à cet traitement par aspirine pour pouvoir vraiment évaluer s'il n'y a pas une différence significative entre ces deux traitements. Et maintenant, on regarde les 412 enfants anticoagulés depuis 2008 dans le service. Donc, les 3 grands groupes, ce sont les valves mécaniques, qu'elles soient aortiques ou mitrales, les dérivations cavo-pulmonaires totales et les cardiomyopathies. Vous avez les chiffres ici. 142 enfants ayant une DCPT depuis 12 ans dans le service. Et quand on regarde les autres potentiels thromboses veineuses profondes, j'ai compté les cyanoses, les cardiopathies cyanogènes avec thrombose veineuse profonde, ou bien les enfants ayant fait un AVC ayant une cardiopathie. Et donc, vous voyez qu'on reste dans des chiffres très faibles par rapport à la DCPT. Eh bien, quand on regarde ces patients-là, donc avec thrombose veineuse profonde, plus ou moins cardiopathie cyanogène, et qu'on regarde les facteurs de risque connus de la littérature, vous apercevez que pour ceux qui ont une thrombose veineuse profonde et qui ont une cardiopathie cyanogène, donc avec un risque embolique, on retrouve la DCPT, on retrouve l'abscie, on retrouve les distorsions des artères pulmonaires. Et pour ceux qui ont a priori embolisé, donc qui ont fait un AVC et qui ont une cardiopathie, encore une fois, on retrouve les mêmes facteurs de risque. Et quand on est en DCPT post-abscie, c'est clairement évident qu'il y a des risques plus élevés. La polyglobulie qui chez l'enfant est globalement encore assez rare, mais il y a quand même quelques cas d'enfants qui vont avoir un AVC en raison de la polyglobulie. Et puis des enfants avec des cardiopathies sans shunt droite-gauche, mais avec des distorsions des artères pulmonaires qui vont pouvoir être exposés à ces thromboses. Donc, comment on recherche ces thromboses dans cette fameuse étude dont je vous ai parlé, dont seulement 28% étaient symptomatiques. Vous voyez qu'ils avaient une échographie transœsophagienne à 3 mois et à 24 mois. Donc clairement, dans nos pratiques, on ne fait pas de TO aux enfants parce que dans notre centre, ça impose une anesthésie générale et que globalement, on ne les recherche pas. Mais si on les recherchait, on aurait probablement plus d'événements. Et je vous montre juste cette fameuse échographie que vous avez probablement peut-être déjà vue sur des abscies avec des hypoplasies tricuspides très nettes et en fait des fistules coronaires qui vont remplir ce ventricule droit. L'enfant dont vous venez de voir l'échographie avait ces thrombus dans le VD en post-DCPP, sans symptômes ni AVC. Il a été traité par des AVK avec une régression totale des thrombus, des thrombis, pardon, et vous le voyez ici, ce ventricule droit soufflé avec une tricuspide qui s'ouvre un tout petit peu, qui n'a plus de thrombus. Mais malheureusement, il a reconstitué les thrombus à distance et il a fait un AVC avec ce passage du thrombus à travers un PFO. Donc, encore une fois, l'abscie est probablement, surtout dans ces formes-là avec fistules coronaires et VD soufflé, rempli par les fistules, un risque de thrombie important en post-opératoire.
Un autre sujet, parce que même si c'est très rare, c'est parfois nous qui sommes appelés face à des embolies pulmonaires. Vous voyez, dans ces séries, j'ai retrouvé 9 enfants mis sous AVK pour une embolie pulmonaire. Et donc, si on compte les thromboses veineuses profondes et les DCPT, vous voyez qu'on a une population importante d'enfants qui pourraient être anticoagulés par des AVK, mais bien sûr, on va en parler, les AOD sont probablement une piste d'avenir pour la prévention potentielle si les essais en cours nous encouragent dans ce sens. Et pour faire un petit focus sur l'embolie pulmonaire, parce qu'on a profité de ce webinaire pour regarder un peu, donc vous voyez, sur 12 ans, j'en ai retrouvé 12, donc c'est une par an, c'est ce qu'on pensait, hein, quelque chose d'extrêmement rare hein, par rapport à la fréquence chez l'adulte, une prédominance un peu des femmes, vous voyez plutôt un âge à l'adolescente, on va voir qu'il y a de nombreuses comorbidités. En général, ils sont traités 1 an, hein, donc on va voir que c'est plus que l'embolie pulmonaire simple, mais comme il y a beaucoup de comorbidités, c'est pour ça qu'ils sont traités longtemps. Et je vous ai dit qu'on en avait mis 9 sous warfarine, et en fait, il y en a 3 qui ont été inclus dans Einstein Junior, donc c'est pour ça qu'au total, on est à 12. Et quand on regarde un peu en détail, encore une fois, celui-là est intéressant, il n'avait pas 0 ans, il avait 15 jours, et il a fait une embolie pulmonaire massive bilatérale, et le diagnostic qu'on avait retenu, c'était probablement un thrombus dans le PFO qui avait migré au moment de la naissance. Un enfant avec un cathéter central et une maladie très particulière qui est l'histiocytose langérantienne avec un thrombus dans l'OD récidivant, cathéter central sur crise d'asthme, de malformation véno-lymphatique. On va vous montrer des images du fameux syndrome de Cloves ou de Proté avec des patients qui ont un risque très élevé de thrombose et de récidive. Bien sûr, la prise de la pilule, on en a parlé, mais vous voyez que c'est souvent dans un contexte secondaire de découverte de maladies de système. Et puis le SAPL, donc il faudra aussi savoir rechercher, dont l'embolie pulmonaire fait poser l'indication d'une anticoagulation. Pour les 3 patientes sous rivaroxaban, vous voyez que c'était clairement une mutation du facteur 5, hein, c'était un peu le hasard parce qu'elles ont été randomisées pour rivaro toutes les 3. Un facteur 5 homozygote et 2 hétérozygotes avec un alitement assez prolongé des troubles digestifs et une anorexie qui fait qu'il y a probablement eu, en plus de la pilule pour certaines, une prédisposition dont on parlera. Quand on regarde le traitement par AVK de ces patients, donc vous voyez le temps passé dans la fenêtre, le fameux TTR qui était à 85% en médiane, donc plutôt un bon temps passé dans la fenêtre, aucune complication hémorragique, pas de récurrence, que ce soit un traitement par AVK ou par AOD. Et des patients qui ont un traitement au long cours. Et donc, ces patients-là, vous en avez peut-être déjà vu, hein, qui ont donc des malformations. Annie Roche nous en parlera peut-être tout à l'heure, avec une stase qui favorise bien sûr le risque de thrombose veineuse profonde. Donc, des patients qui sont anticoagulés au long cours et aujourd'hui, souvent avec des AOD à l'âge adulte. Et puis, une patiente qui est décédée qui avait un syndrome de Cloves avec une demande parentale du patient de ne pas se lancer dans une thrombectomie chirurgicale au vu d'une récidive chez une patiente qui avait une malformation abdominale majeure. SAPL, on en parlera aussi tout à l'heure. Je vais passer la parole au docteur Lange parce que la question, bien sûr, c'est est-ce qu'il faut faire un bilan de thrombophilie face à une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde, et elle va vous répondre. Merci. Donc effectivement, quand on a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit faire un bilan biologique à la recherche d'une thrombophilie? Alors, chez l'adulte, on sait que la thrombophilie héréditaire joue un rôle assez modeste dans le déclenchement et dans la récurrence des événements thromboemboliques veineux, même si on a vu plusieurs exemples où effectivement, dans certains contextes, quand on recherche, on trouve une thrombophilie héréditaire. Finalement, lorsqu'on regarde, on a peu de preuves que ça influence le devenir à long terme du patient. Et puis, sauf de rares cas, ça ne détermine pas la durée de l'anticoagulation. Et surtout, un bilan de thrombophilie négatif peut engendrer peut rassurer
faussement, c'est-à-dire que on va se dire bon bah voilà, il n'y a pas de thrombophilie héréditaire, mais le simple fait que le patient ait fait une thrombose veineuse spontanée, il doit être considéré comme un patient à risque. Donc ne pas conclure à tort que si on ne retrouve pas de thrombophilie, il y a énormément de patients qui ont fait une thrombose veineuse spontanée et pour qui le bilan de thrombophilie est négatif, en tout cas avec les facteurs de risque que l'on recherche actuellement. Alors, les défenseurs du bilan de thrombophilie disent que le fait de connaître une thrombophilie héréditaire va impacter sur la décision de thromboprophylaxie secondaire dans les situations à risque, et certes, c'est vrai, et ça fait partie des recommandations. Et notamment lorsque l'on a des événements récurrents et des événements spontanés, particulièrement chez l'enfant et l'adolescent, qui sont des populations qui thrombosent peu, eh bien, le fait d'avoir une thrombophilie va pouvoir avoir une influence sur les décisions qui vont être prises. En fait, la décision, elle doit être individualisée avec des gens qui connaissent les limites de ces tests et les problèmes d'interprétation, particulièrement chez l'enfant. Et c'est sûr que dans une thrombose sur cathéter, qui est un événement unique, on ne va pas aller chercher un facteur de risque de thrombose. En revanche, dans certains autres contextes, ça sera utile. On est dans l'attente des recommandations du GFHT, Groupe français d'hémostase et thrombose, qui a réactualisé cette année les recommandations concernant ces tests de thrombophilie et leurs indications. Et pour l'instant, on en reste sur les recommandations de 2009. Donc, on verra quelles sont les recommandations actuelles. Alors, quel test va-t-on recommander lorsqu'on décide de faire un bilan de thrombophilie? Pour comprendre ces tests, quelques petits rappels sur l'hémostase et sa régulation. Donc, l'hémostase est déclenchée par le facteur tissulaire associé au facteur 7 activé, qui entraîne une génération de thrombine. Et cette thrombine générée va amplifier sa propre formation et on va avoir une explosion de la génération de thrombine qui va entraîner la formation d'un caillot fibrino-plaquettaire. Et ce système est hautement régulé avec tout d'abord le TFPI, l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, l'antithrombine qui est sans doute celle que l'on connaît le mieux, l'inhibiteur physiologique de la coagulation qui a été le premier à être découvert et qui est indispensable pour l'action des héparinoïdes. Et puis le système thrombine, thrombobutyline, protéine C activée et protéine S. La protéine C activée va dégrader le facteur 8A et 5A, ce qui va contribuer à contrôler la génération de thrombine. Bien sûr, il y a la fibrinolyse qui va permettre la dissolution du caillot et en cas de défaut de fibrinolyse, eh bien, on aura un risque de thrombose avec persistance du caillot. C'est à ce niveau-là qu'intervient la LP petit a, qui est un facteur de risque qui n'est pas très fréquemment retrouvé lorsqu'on le recherche, mais dans certaines études, il a été montré qu'en seconde intention, ça pouvait être intéressant de le rechercher chez l'enfant, et particulièrement chez l'enfant qui a fait un AVC ischémique. Le mécanisme, c'est que la LP petit a une structure proche de celle du plasminogène, et donc elle détourne le plasminogène donc est important pour la fibrinolyse et donc la LP petit a va détourner les enzymes de la fibrinolyse du plasminogène et donc la fibrinolyse se fera moins bien. À cela, dans le bilan de thrombose, on ajoute des facteurs de risque acquis à la recherche d'anticorps antiphospholipides, avec d'une part les anticoagulants de type LUPIC qui agissent sur les tests de coagulation, donc on les détecte par des tests de coagulation, et les anti-bêta-2 GP1 et anticardiolipines qui sont recherchés par des tests immunologiques. Alors, les recommandations de 2009 nous disaient donc qu'un bilan de thrombose, lorsqu'on décidait de le faire, il devait être complet ou alors il n'avait pas d'intérêt. On verra dans un avenir proche qu'on va peut-être davantage cibler en fonction du contexte la recherche de certains facteurs de risque. On recommandait le test de résistance à la protéine C activée, qui est lié à la présence de la mutation Leiden du gène du facteur 5.
Actuellement, on recommande plutôt en première intention la mutation du gène du facteur 5 parce qu'il y a moins de variabilité. C'est un test beaucoup plus robuste. À une exception près, c'est lorsque les patients ont eu des greffes de moelle osseuse et à ce moment-là, la recherche de la mutation, si on l'identifie, effectivement, elle proviendra des globules blancs du donneur et non pas du receveur. Donc, c'est une exception et qui fait qu'il vaut mieux effectivement cibler les demandes. La recherche de la mutation du gène de la prothrombine, il n'y a pas de test phénotypique équivalent, donc c'est forcément de la biologie moléculaire. On dose les inhibiteurs de la coagulation par une méthode d'activité en première intention, donc la protéine C, la protéine S et l'antithrombine, et la recherche des anticorps anti-cardiolipines, anti-bêta-2-GP1 et les anticoagulants circulants de type Lupik. Un focus sur le nouveau-né. Alors, le nouveau-né, on a à la fois un problème d'interprétation parce que les valeurs de référence sont très variables. On a un problème souvent de qualité du prélèvement qui fait qu'on peut avoir des résultats qui sont faussés de par ces problématiques. Et donc, on a un problème aussi d'épargne sanguine. Donc, on va vraiment individualiser la décision et il va falloir se poser la question quand on décide de faire un bilan de thrombose, est-ce que le résultat de ce bilan va conditionner l'attitude immédiate? Si la réponse est non, il faudra différer ce bilan. Alors, les tests de coagulation, des inhibiteurs de la coagulation, ils seront informatifs uniquement lorsqu'on a un déficit sévère pour les raisons de valeurs de référence très larges. La recherche des mutations facteur 2, facteur 5 ne pose pas de problème puisque ce sont des tests qui peuvent être faits facilement en période néonatale. Ils sont faciles à interpréter, mais il faut avoir en tête qu'on les retrouve chez 5% de la population normale pour le 5-Leiden et chez 2% pour la mutation du gène de la prothrombine. Dans certains cas, je vous le disais, rechercher la L-peptida, ça se fait souvent en seconde intention et notamment dans les cas d'AVC ischémique. L'homocystéine, elle est déjà recommandée chez l'adulte jeune, donc a fortiori, quand un jeune enfant thrombose, ça pourrait avoir un intérêt d'aller doser l'homocystéine. Quant aux dédimères que l'on utilise au moment du diagnostic de la thrombose, lorsqu'on a une suspicion de thrombose pour leur valeur prédictive négative de thrombose chez l'adulte, il n'y a aucun intérêt à les doser chez les nouveau-nés et même en pédiatrie, on n'est pas sûr d'avoir le même seuil de 500 nanogrammes par ml et en tout cas chez le nouveau-né, les dédimères sont élevés, physiologiquement élevés, donc ce dosage n'a aucun intérêt. La recherche d'anticoagulants circulants de type Lupik n'a pas d'intérêt, sauf si la mère souffre d'un lupus érythémateux disséminé ou d'un syndrome des antiphospholipides ou toute autre maladie de système avec ces anticorps antiphospholipides. Alors, ensuite, voyons quelles sont les recommandations de l'utilisation des anticoagulants en pédiatrie. Donc, l'utilisation de ces anticoagulants est quelque chose de délicat et il faut bien avoir en tête les particularités de l'hémostase pédiatrique qui ont été rappelées précédemment. Les principaux anticoagulants utilisés à l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas les anticoagulants oraux directs en utilisation en dehors des études actuellement, sont l'héparine non fractionnée, les héparines de bas poids moléculaire et les antagonistes de la vitamine K. On a peu d'études sur la pharmacologie de ces médicaments en fonction de l'âge, donc chez les enfants, et peu d'études aussi, même s'il y en a quelques-unes, sur la pharmacocinétique. C'est des médicaments qui doivent être surveillés biologiquement régulièrement avec un ajustement en fonction de la posologie en fonction du résultat, mais les valeurs cibles n'ont pas été déterminées spécifiquement chez l'enfant, elles sont extrapolées de l'adulte et vu les différences physiologiques entre l'enfant et l'adulte, on se dit qu'on gagnerait à avoir des études spécifiques. Et puis pareil pour la prophylaxie, il y a peu d'études spécifiquement pédiatriques. Alors heureusement les choses changent puisque maintenant les plans d'investigation pédiatrique sont obligatoires et notamment pour les nouveaux médicaments et notamment ils sont bien avancés, voire terminés pour certains, pour les anticoagulants oraux directs, on en reparlera. Donc, quelles sont les cibles des anticoagulants actuels? Alors, il y a très peu d'anticoagulants
officiellement autorisés chez l'enfant. Et en gros, quand on regarde les RCP, il n'y en a que deux. Les antagonistes de la vitamine K, donc qui vont, en inhibant la vitamine K, inhiber la synthèse des facteurs vitamine K dépendants fonctionnels. Et le danaparoïde sodique, qui a une indication très très limitée, c'est un héparinoïde donc, qui agit via l'antithrombine pour inhiber le facteur 10A et qui est indiqué en cas de thrombopénie induite par l'héparine, et on verra que c'est une situation très rare chez l'enfant. Mais en tout cas, ça a le mérite de donner des posologies qu'on peut utiliser chez l'enfant. Et puis, les plus utilisés, l'héparine non fractionnée et l'héparine de bas poids moléculaire, qui sont des anticoagulants indirects, qui ont besoin d'antithrombine pour exercer une activité principalement anti-DISA pour les HBPM et anti-DISA et anti-2A pour l'héparine non fractionnée, eh bien, ces médicaments n'ont pas de recommandation dans les RCP et sont utilisés, comme beaucoup d'autres médicaments en pédiatrie, hors AMM. L'antithrombine, elle est de plus en plus utilisée depuis une dizaine d'années. La consommation des prescriptions, les prescriptions d'antithrombine chez l'enfant ont considérablement augmenté. Alors, il y a une certaine logique à vouloir la donner quand on n'arrive pas à atteindre une activité anti-DISA suffisante, mais il faut savoir qu'elle n'est pas dénuée d'effets secondaires, donc il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Le Fondaparinux, c'est en fait la séquence minimale des héparines nécessaires pour potentialiser l'action de l'antithrombine sur le facteur 10A. C'est un produit synthétique. Il y a quelques études chez l'enfant et quelques équipes qui l'utilisent. Les anticoagulants oraux directs, là j'en ai cité que quelques-uns, c'est ceux dont les études sont les plus avancées, mais il y en a d'autres et là pour le coup, quand on pourra les utiliser, on le fera dans le cadre d'une AMM. Une très faible utilisation, mais utile dans certaines indications, les antithrombines directes par voie injectable, l'argatroban qui est proposé pour être utilisé dans le cas de thrombopénie induite par l'héparine, en cas d'insuffisance rénale, car il présente l'avantage d'être à élimination hépatique, donc lorsqu'on ne peut pas utiliser le danaparoïde à une AMM, c'est l'orgarant, le danaparoïde sodique, et la bivalirudine qui est proposée dans les assistances circulatoires et qui présente l'avantage d'avoir une demi-vie courte. Alors, les dernières recommandations sont assez récentes puisqu'elles datent de 2018. Elles sont sorties au moment du congrès de l'ASH. Et que nous disent-elles sur les patients à traiter? Alors, c'est des recommandations qui sont basées sur la méthodologie GRADE et donc avec très peu de recommandations formelles puisqu'il y a très peu d'études avec un niveau de preuve suffisant et beaucoup d'avis d'experts qui suggèrent telle ou telle pratique. Donc, pour la thrombose veineuse profonde ou l'embolie pulmonaire symptomatique, il y a une recommandation à traiter. Donc ça, c'est sans équivoque. Il y a peu de place pour la thrombolyse. C'est suggéré en cas d'embolie pulmonaire avec instabilité hémodynamique. Et puis, il faut anticoaguler. Dans les autres situations d'embolie pulmonaire, on va traiter de même que dans les thromboses veineuses profondes. Et là, les posologies sont suggérées. Il est suggéré lorsque la thrombose est provoquée, lorsqu'un facteur de risque est retrouvé, d'anticoaguler au maximum pendant 3 mois. Alors en général, ce qui est fait, c'est qu'on annonce 3 mois, on contrôle à 6 semaines, par une échographie et ensuite on décide ou non de stopper les anticoagulants ou de continuer pendant 3 mois. En revanche, s'il s'agit d'une thrombose veineuse spontanée, on va discuter une anticoagulation de 6 mois à 1 an. Pour les thromboses veineuses profondes asymptomatiques, la décision sera individualisée, pas de recommandation formelle des experts. La thrombose sur cathéter central, on a vu que c'était de loin la situation la plus fréquente chez l'enfant. Le message, c'est qu'un cathé non fonctionnel ou un cathé qui fonctionne mais qui n'est pas nécessaire, qu'il y ait thrombose ou pas, il doit être retiré. Donc, a fortiori s'il y a une thrombose. Et les experts suggèrent de retarder le retrait du cathé quelques jours après avoir démarré une anticoagulation pour éviter l'embolisation du thrombus.
La durée d'anticoagulation sera au maximum 3 mois. On est dans la situation de la thrombose provoquée avec, comme on le disait, une évaluation à 6 semaines pour décider ou non de continuer suivant les résultats de l'échographie. Si le cathéter fonctionne et qu'il est toujours nécessaire, les experts suggèrent de ne pas le retirer et d'anticoaguler également moins de 3 mois, donc 6 semaines à 3 mois. Alors, on est dans l'attente des résultats de l'étude KidsDot, qui est une étude qui compare l'anticoagulation par HBPM 6 semaines versus 3 mois. Et donc, on espère qu'à ce moment-là, il y a déjà plus de 600 enfants inclus. Les résultats devront arriver en décembre 2021. Et on espère qu'à ce moment-là, on aura des recommandations formelles pour cette situation. Les situations anecdotiques, enfin les situations plus rares, pardon, de thrombose de l'oreillette droite, symptomatiques, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, il n'y a pas de recommandation formelle, mais en tout cas, les experts se positionnent contre la thrombolyse ou la thrombectomie, et en revanche, ils proposent une anticoagulation. La thrombose de la veine rénale, là, il recommande de ne pas faire de thrombolyse ou de thrombectomie, sauf s'il y a une menace du pronostic vital chez l'enfant, et en particulier en cas de thrombose veineuse rénale néonatale bilatérale, et il suggère une anticoagulation. Pour la thrombose de la veine porte, il suggère d'anticoaguler si le thrombus est occlusif, si on est en situation de post-transplantation hépatique et si la thrombose est idiopathique, et de ne pas anticoaguler dans le cas contraire. Donc, quel anticoagulant choisir? Clairement, actuellement, la majorité, enfin, les plus utilisés sont les héparines et les antivitamines K. Et lorsqu'on choisit un anticoagulant de type héparinoïde, c'est les héparines de bas poids moléculaire qui doivent être préférées par rapport aux héparines non fractionnées. Elles présentent beaucoup moins d'effets indésirables, on verra plus tard. Les experts suggèrent de ne pas utiliser systématiquement une supplémentation par l'antithrombine en plus de l'anticoagulation standard, sauf si on est en cas de déficit héréditaire en antithrombine, ce qui est des situations rares, mais qui existent, et si vraiment on n'a pas d'anticoagulation adéquate, malgré une augmentation de dose, et qu'on a de faibles niveaux d'antithrombine, mais qui doivent être comparés aux niveaux, aux valeurs de référence appropriées à l'âge. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on dose l'antithrombine, à avoir 40% chez un enfant de 1 mois, ce qui est tout à fait normal, et on veut absolument le monter à 80% parce que c'est la valeur que l'on a l'habitude d'avoir chez les adultes. Mais physiologiquement, l'enfant n'est pas fait pour avoir une antithrombine, enfin le nouveau-né n'est pas fait pour avoir une antithrombine à 100%. Et il a été montré en 2013 que ça pouvait être délétère au long cours. C'est vrai qu'il y a peu d'effets indésirables à donner de l'antithrombine, peu d'effets indésirables immédiats, et bien qu'il puisse quand même y avoir un risque hémorragique, mais il y aurait un effet à long terme parce que l'antithrombine qui est donnée, c'est des concentrés obtenus à partir de sujets adultes. Et il y a plusieurs isoformes de l'antithrombine, dont un isoforme qui s'appelle l'antithrombine latente, qui a des propriétés anti-angiogéniques. Et cette antithrombine latente est physiologiquement très faiblement représentée chez l'enfant. Donc on risque d'avoir, il n'y a rien de démontré, mais les experts attirent l'attention sur le fait qu'on n'a pas démontré non plus l'efficacité de cette supplémentation intensive comme on le fait actuellement. Et puis, les anticoagulants oraux directs, les experts ne se positionnent pas sur ces AOD puisque les études sont à peine terminées ou en cours, mais on suppose que dans les prochaines recommandations, ils auront largement une place. Alors, les posologies, pour le traitement par l'héparine non fractionnée, il faut faire un bolus, mais au maximum de 100 unités par kilo. Vous voyez que chez les enfants de moins d'1 an, on va démarrer avec des posologies plus élevées que chez l'enfant de plus de 1 an, versus 28 unités kilo-heure versus 20 unités kilo-heure, en infusion continue après le bolus, avec une cible exactement la même que celle pour l'adulte, 0,35, cible anti-DISA 0,35 à 0,7 unités par ml, sans qu'aucune étude n'ait été réalisée spécifiquement chez l'enfant.
On peut utiliser le TCA si on n'a pas l'anti-DISA à disposition, mais c'est quand même beaucoup mieux, surtout chez l'enfant où le TCA varie pour d'autres raisons, d'avoir un test spécifique. Les héparines de bas poids moléculaire, l'énoxaparine est très utilisée en France en tout cas. Là aussi, des posologies plus élevées, 150 unités kilo toutes les 12 heures pour les enfants de moins de 2 mois et 100 unités kilo toutes les 12 heures pour les enfants de plus de 2 mois, en injection sous-cutanée, donc 2 fois par jour, avec encore plus d'interrogations sur le monitoring. Vous savez que chez l'adulte, ce monitoring des HBPM n'est pas recommandé. Chez l'enfant, c'est sûr que surtout chez le tout petit enfant, vu les problèmes de préparation liés aux formes galéniques non adaptées, on craint quand même toujours le surdosage. Et c'est vrai qu'on a tendance quand même à monitorer régulièrement pour pister ces surdosages. La tinzaparine, on vous a mis ici la posologie pour les enfants de plus de 40 kg, mais on verra que c'est comme pour les autres, hein, plus l'enfant est petit, plus la posologie en unité kilo est élevée, et on verra les modalités pratiques d'administration liées aux difficultés. Les antivitamines K, on en reparlera également. La dose initiale n'est pas univoque dans la littérature et donc c'est un médicament qui se prend par voie orale une fois par jour et qui se surveille par l'INR. Il existe des recommandations de posologie pour les autres anticoagulants, mais dans des utilisations plus anecdotiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Pour la prophylaxie, donc pour décider d'une prophylaxie de la thrombose veineuse profonde, on va revenir sur les différents facteurs de risque et le sous-comité hémostase pédiatrique de l'ISTH a récapitulé l'ensemble des facteurs de risque qu'il faut prendre en considération. Quand on sera au-delà de la puberté, les recommandations vont se rapprocher des recommandations adultes et le sous-comité donc propose, lorsque on a, de décider le type de prophylaxie en fonction du nombre de facteurs de risque. Si on a entre 0 ou 1 facteur de risque, quel que soit le niveau de risque hémorragique, on préconisera une immobilisation rapide. De toute façon, c'est quel que soit le nombre de facteurs de risque, cette immobilisation rapide est nécessaire. Ensuite, quand on a 2 facteurs de risque, il propose d'y associer une thromboprophylaxie mécanique. Et lorsqu'on a plus de 3 facteurs de risque, si le risque hémorragique est faible, on y ajoutera une prophylaxie pharmacologique. Et si le risque hémorragique est modéré, on discutera une prophylaxie pharmacologique et on s'abstiendra de cette prophylaxie médicamenteuse en cas de risque hémorragique élevé. Les doses prophylactiques, pour l'héparine non fractionnée, il y a vraiment très peu de choses dans la littérature. On a juste une indication de la dose communément utilisée qui est de 10 unités kilo/heure en infusion continue. Pour les HBPM, là encore, alors ça se fait en une injection, y compris pour l'énoxaparine, et là encore, des doses plus élevées pour les petits de moins de 2 mois que pour l'âge au-dessus de 2 mois, et pour la tinzaparine, des doses plus faibles, entre 10 au-delà de 10 ans. À la puberté, on utilisera les doses recommandées pour l'adulte pour l'énoxaparine, 4000 unités par 24 heures. Pour la prophylaxie secondaire, il va être important d'éduquer les patients et effectivement, avec l'arrivée des anticoagulants oraux directs, eh bien, sans doute que les séances d'éducation thérapeutique seront moins lourdes qu'avec les AVK, mais malgré tout, ça reste une maladie dont le patient doit être au courant, il doit comprendre sa maladie pour éviter les risques de récidive dans les situations à risque. Donc, expliquer et informer par écrit que toute chirurgie, tout contexte de grossesse, le port d'un plâtre, d'autres situations d'immobilisation prolongée, la contraception et les voyages sont des situations à risque. Alors, dans les mêmes recommandations, hein, mais faites pour les adultes, il y a des recommandations spécifiques sur les voyages qui nous disent que quand il y a des antécédents de thrombose et des facteurs de risque de thrombose, on va proposer une prophylaxie par des bas de contention ou une prophylaxie médicamenteuse par des HBPM à dose prophylactique pour les voyages de plus de 4 heures.
Et lorsque la prophylaxie médicamenteuse ou les bas de contention ne sont pas possibles, on discutera une prophylaxie par l'aspirine, mais c'est vraiment un niveau de preuve beaucoup plus faible. Donc les mesures prophylactiques doivent également être expliquées. Donc, si on résume les caractéristiques des principaux anticoagulants utilisés en pédiatrie, les avantages de la HNF, c'est que la demi-vie est courte, c'est qu'elle est pleinement réversible par l'utilisation du sulfate de protamine, ce qui en fait l'anticoagulation de choix dans les circulations extracorporelles où on doit neutraliser rapidement l'héparine. Ses faiblesses, c'est qu'il y a une grande variabilité inter et intra-individuelle et en fonction de l'âge. La surveillance biologique est obligatoire avec des tests qui nécessitent un prélèvement veineux qui est souvent difficile à obtenir chez l'enfant et un monitoring plaquettaire également qui peut être utile, même si le risque est plus faible, on va le voir, de TIH. Les niveaux d'antithrombine qui sont plus bas chez le nouveau-né et qui diminuent chez l'enfant malade, et la liaison aux protéines plasmatiques de l'héparine qui est augmentée chez l'enfant de moins d'un an, qui justifie aussi des posologies plus élevées en unité kilo. Le risque de TIH, donc on peut se reporter aux recommandations récentes de la Société française d'anesthésie et réanimation et du GFHT en 2019 qui détermine le rythme de surveillance plaquettaire en fonction du risque de TIH. Et il y a 3 niveaux de risque qui est défini. Un risque faible qui concerne les héparines de bas poids moléculaire en médecine à l'exception du cancer, en obstétrique à l'exception des situations post-chirurgicales et lorsqu'on utilise l'héparine pour des procédures endovasculaires ou des chirurgies simples. Un risque intermédiaire, donc c'est l'héparine non fractionnée en médecine obstétrique ou les héparines de bas poids moléculaire avec cancer. Et puis un risque élevé après la plupart des chirurgies avec un risque encore plus élevé en post-circulation extracorporelle. Chez l'enfant, dans ces recommandations, le risque a été déterminé comme étant faible ou intermédiaire avec des fréquences qui vont de 0,058% à 0,33% en contexte de circulation extracorporelle. Donc, vous voyez que c'est plus élevé comme chez l'adulte en contexte de post-circulation extracorporelle, mais que c'est quand même beaucoup plus faible que chez l'adulte puisqu'on est aux alentours de 1%. Et quand on regarde nos chiffres à Necker, finalement, on se dit que ce qu'on trouve dans la littérature en post-CEC est sans doute surestimé par l'imperfection des tests et par le mode de conclusion à la TIH. Puisque à Necker, depuis 12 ans, on a eu environ 9500 patients opérés sous circulation extracorporelle et on a relevé que 3 patients avec une TIH, ce qui fait un risque de 0,03%. Dans les propositions du SFAR GFHT, donc il est proposé d'adapter le monitoring des plaquettes à l'enfant comme chez l'adulte en fonction du niveau de risque. Donc, quel que soit le niveau de risque, on fera un compte plaquettaire avant l'initiation du traitement ou très vite après le début du traitement. En cas de risque faible, on ne recommande pas de monitoring plaquettaire. Et en cas de risque intermédiaire, on surveillera les plaquettes 1 ou 2 fois par semaine de J4 à J14, puis 1 fois par mois pendant 1 mois. Et au-delà de 1 mois, on surveille. On utilise le score 4T également, qui est un score qui intègre la profondeur de la thrombopénie, le timing, donc le délai depuis l'introduction de l'héparine, est-ce qu'il y a une thrombose et l'autre T, donc thrombopénie, délai, thrombose et les autres causes, qui sont très importantes à évaluer et d'où l'importance d'avoir un recours à la pharmacovigilance parce que très souvent quand on a une thrombopénie, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant sous héparine, on pense tout de suite à la TIH, il faut y penser, mais c'est souvent pas une TIH, en tout cas chez l'enfant, et l'imputabilité des autres médicaments doit être évaluée. Le traitement proposé, vous voyez, c'est le danaparoïde sodique avec l'avantage que dans le RCP, les posologies sont indiquées et l'argatroban dans les situations d'insuffisance rénale avec quand même les difficultés de monitoring si on n'est pas dans un centre qui le manipule régulièrement.
Si la TIH est confirmée, il faut déclarer à la pharmacovigilance et délivrer un certificat au patient. Et s'il y a eu une suspicion de TIH et qu'elle a été exclue, il faut aussi qu'il y ait un courrier clair qui mentionne que le patient n'a pas fait de TIH, parce que sinon on va compliquer sa prise en charge ultérieure, parce que les parents vont garder en tête qu'il y a eu cet événement. Les héparines de bas poids moléculaire, elles présentent l'avantage d'être moins variables avec une pharmacocinétique plus stable que les héparines non fractionnées, moins de risque de TIH, mais elles sont contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale et elles risquent de s'accumuler en cas de dysfonction rénale, d'où la nécessité d'évaluer la fonction rénale avant le traitement. Elle est partiellement réversible par le sulfate de protamine. Comme l'héparine non fractionnée, elle dépend son activité dépend de l'antithrombine qui varie chez l'enfant. On a beaucoup de questions sur l'intérêt du monitoring et les cibles à atteindre. La surveillance des plaquettes devra se faire dans certaines situations. On a un problème d'ostéopénie lors des traitements au long cours. Les réactions locales ne sont pas rares et il y a un gros problème de formulation galénique, et notamment avec l'enoxaparine, on dispose de seringues au minimum de 2000 unités. Donc si l'enfant fait moins de 10 kg, on va devoir diluer avec les risques d'erreur au niveau de cette dilution. Donc il faut absolument que les calculs soient effectués par un médecin et que les infirmières soient formées à ces dilutions. Pour la tinzaparine, on a fait un travail parce qu'on avait beaucoup de problèmes d'ajustement de la tinzaparine qui présentent l'avantage de pouvoir être utilisée en une injection sous-cutanée en traitement curatif. Donc avec la pharmacie de Necker, on a fait des recommandations de posologie avec des calculs de posologie. On dispose uniquement de seringues de 10 000 unités ou de 14 000 unités. Et l'avantage de ces seringues, c'est qu'elles sont graduées. Donc là, on a pris l'exemple d'un patient de 600 grammes que vous voyez ici, qui va devoir recevoir 275 unités kilo-jour. Donc on demande de verser la totalité de la seringue, donc les 0,5 ml, dans une seringue de 20 ml, de compléter avec 20 ml de NaCl et d'injecter ici, vous voyez apparaître le volume d'injection, donc qui va dépendre du poids du patient et de l'âge dans lequel on se trouve. Et puis, non seulement il y avait des problèmes de calcul de dose, mais aussi de modalité de dilution, puisque c'est un produit très visqueux. Alors, lorsque les enfants font plus de 17 kg et que la dose à administrer est supérieure à 4000 unités, on va pouvoir, grâce à la graduation des seringues, éliminer le volume excédentaire et injecter la quantité nécessaire. Quand les enfants font moins de 17 kg, on a vu sur les ABAC précédents qu'il va falloir diluer. Donc, on rappelle le matériel nécessaire, on rappelle les modalités pratiques et surtout, on demande de bien homogénéiser le produit en introduisant une bulle d'air pour favoriser l'agitation et effectuer 10 agitations par retournement et ensuite injecter le volume à administrer dans une seringue de 1 ml et ensuite faire l'administration. Donc ça, ces documents-là sont disponibles sur demande et c'est vrai qu'ils sont précieux pour éviter les problèmes que l'on avait. Pour les AVK, on va en reparler. Les avantages, c'est qu'ils sont administrés par voie orale, qu'il y a une possibilité maintenant de surveillance à domicile avec des systèmes d'automesure qui sont remboursés chez l'enfant. Par contre, il y a toujours des problèmes de formulation galénique, les problèmes d'interaction médicamenteuse, de monitoring obligatoire. Le TP, alors bon, le TP, je l'ai mis dans les faiblesses, mais c'est aussi, de toute façon, ça reste valable pour tous les médicaments aussi efficaces et donc dangereux que les autres anticoagulants. Et on manque aussi, la faiblesse, c'est que pour les dispositifs d'automesure, on n'a pas de contrôle de qualité et l'absence de contrôle de qualité entraîne un risque en cas de dysfonctionnement de l'appareil. On y reviendra, on verra les mesures qui ont été mises en place pour pallier ce contrôle de qualité. C'est la parole au docteur Bajol pour les études cliniques. Oui, donc Pascal Amédro fera une session sur les essais thérapeutiques, juste pour
une mise au point de ce qui est disponible actuellement, et d'ailleurs certains essais sont terminés, donc dans les inhibiteurs de facteur 10, l'étude Einstein Junior terminée, et on va en parler, positive, et avec un bon espoir que l'AMM arrive rapidement. L'étude Universe, qui cette fois-ci concerne la thromboprophylaxie dans Fontan avec aspirine versus AOD. Une étude en cours dans laquelle différents centres français sont impliqués avec l'édoxaban et donc Enoblay 8, donc pareil, thromboprophylaxie post-Fontan, mais aussi dans le Kawasaki et dans les cardiomyopathies dilatées avec standard of care en comparaison avec l'édoxaban. Et puis pour l'apixaban, l'étude saxophone dans les thromboprophylaxies dans les cardiopathies congénitales, mais également dans les traitements de la leucémie. Et puis en ce qui concerne le seul inhibiteur du facteur 2, dont dabigatran, il y a une étude également en cours dans la récurrence des thromboses veineuses profondes dans le cancer. Donc brièvement, parce que cette étude est publiée de Einstein Junior, auquel là aussi on a été assez nombreux à participer, à une étude qui a duré 5 ans avec, comme vous savez, des difficultés d'inclusion du fait de la rareté des embolies pulmonaires et des thromboses veineuses profondes chez l'enfant. Et une fois que ça a été bien lancé, ça s'est bien passé. Donc standard of care versus rivaroxaban, quand on regarde ce papier publié dans Lancet Hématologie, on retrouve, et c'est pour ça que les neuropédiatres sont aussi beaucoup impliqués dans l'anticoagulation en raison des thromboses veineuses cérébrales, vous voyez, qui représentent 22% des patients inclus. Ça, c'est une des forces de cette étude, c'est qu'on pouvait inclure les thromboses sur cathéter central, et je pense que c'est ça qui va aider à mieux les prendre en charge. Vous voyez que c'est un tiers des patients, et puis bien sûr la moitié de patients qui avaient des thromboses veineuses profondes sans cathéter avec des maladies sous-jacentes dont on ne va pas reparler parce qu'on l'a évoqué. Qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de sécurité concernant les saignements? Donc 3% chez les patients sous rivaroxaban et aucune hémorragie majeure, 2% pour les standards of care avec cette fois-ci des hémorragies majeures dans 2 cas et une non majeure, globalement pas de différence significative et donc pas d'infériorité du rivaroxaban. Et quand on regarde, on voit que les hémorragies sont de type différent. Ce qu'on doit retenir de cette étude, c'est qu'il y a une sécurité à l'utilisation de l'AOD dans le traitement curatif des thromboses veineuses profondes de l'enfant, avec une efficacité similaire à celle de l'adulte. Donc on a vu une question passer tout à l'heure sur quand est-ce qu'elles seront disponibles. Vous avez bien compris qu'on attend l'AMM. De toute façon, en termes de galénique, aujourd'hui, le comprimé qui sont disponibles chez l'adulte ne conviennent pas d'une part aux posologies qui étaient recommandées dans cet essai, mais aussi au nombre de prises, parce que chez le petit enfant, c'est entre 2 et 3 prises par jour. Donc, on espère avoir rapidement les médicaments, mais pour l'instant, on ne les a pas. On va passer maintenant à des choses pratiques, même si on en a déjà fait. Et vous avez vu que Dominique Lannes vous a donné un peu les clés pour manipuler les héparines, en tout cas chez les petits-enfants. Donc, quelques cas cliniques avec fameuse embolie pulmonaire dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez une jeune fille de 15 ans qui, pour un traitement d'acné, reçoit une pilule qui est la Diane 35 et 2 mois après fait un malaise avec une douleur thoracique qui fait découvrir une embolie pulmonaire. Elle est d'emblée traitée par tinzaparine parce qu'elle a un format adulte et elle a été incluse dans cette fameuse étude Einstein Junior et était dans le groupe rivaroxaban. Donc, vous avez remis ici les schémas faits par Dr Lannes qui sont vraiment à garder parce qu'ils vont vraiment vous aider dans la prise en charge de ces rares cas de thrombose veineuse profonde chez l'enfant. Et puis, dans ce fameux bilan, bien qu'il y ait eu une prise de pilule, elle a eu une découverte de mutation homozygote du facteur 5 Leiden. Donc, assez rapidement s'est posé la question de la durée de traitement. Et donc, Dominique Lannes avait finalement activé un réseau d'experts pour décider, étant donné que cette jeune femme prenait quand même la pilule, qu'on avait quand même un facteur favorisant. Au final, elle a eu 1 an de traitement, donc un traitement un peu plus long que ce qu'on pourrait recommander, et surtout, comme vous l'a dit Dominique, de l'éducation pour la prévention, et vu qu'elle est devenue adulte, un transfert dans un centre où
prendra en charge et on informera au mieux les patients ayant une telle mutation. En tout cas, dans ces consultations, il y a bien sûr toute une information en termes de gynécologie, mais aussi de dermatologie et des vrais conseils, comme on l'a dit, pour les voyages et les situations à risque. Un autre point sur lequel je voulais insister, et j'espère que les AOD vont aider, une histoire d'un ancien prématuré de 27 semaines qui faisait donc 600 grammes, qui a eu à l'époque une chirurgie pour fermer un large canal artériel, qui serait probablement fait aujourd'hui par cathétérisme, et qui avait eu de nombreux cathéters centraux, sans forcément de diagnostic poussé de thrombose veineuse profonde. Et 4 ans plus tard, ce petit enfant de 600 grammes est arrivé que vous voyez des douleurs en fait à la marche et à la montée d'escalier, avec ici une dilatation du réseau veineux et en fait une occlusion complète de sa faine fémorale gauche jusqu'à la belle cave inférieure, qui était en fait un ancien site de cathéter central. Dominique vous l'a dit tout à l'heure, il y a une vraie obligation de traiter les thromboses veineuses profondes sur cathéter central 3 mois et au moins 6 semaines. Et je crois qu'avec les progrès dont on a parlé de la grande prématurité, si aujourd'hui on sauve ces enfants mais qu'on leur grève leur pronostic fonctionnel parce que, et ça se fait parfois, et j'espère que ça ne se fera plus, on enlève le cathéter central, on surveille en échographie, on voit le thrombus qui diminue sans traitement et on ne traite pas. Aujourd'hui, il faut traiter parce que malheureusement, cet enfant, vu que le diagnostic était fait très tard, on a décidé, pour essayer d'améliorer son pronostic fonctionnel, de lui stenter sa fémorale. Donc, il a 2 longs stents avec, vous voyez, sur le plan de l'imagerie, un bon résultat. Il a été anticoagulé, il est toujours aujourd'hui pour essayer de maintenir cette perméabilité. Le docteur Hartung de Marseille fera un topo aussi pour essayer de préserver au mieux les axes veineux de tous ces patients qui sont soit assistés, soit avec des lourdes prises en charge. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire sur la prévention de ça. Et encore une fois, les AOD, dès qu'il y aura des études qui incluent des prématurés, ce qui n'était pas le cas de Einstein Junior, c'était 37 semaines, des enfants qui devaient manger depuis plus de 10 jours et avec un poids de 2,5 kg, je crois. Clairement, il faudra des études chez les prématurés pour qu'on puisse avoir accès à ces médicaments Péros en suspension. Donc, il faut inclure, encore une fois, c'est pour l'avenir de ces enfants, et même si c'est contraignant et difficile d'inclure des enfants dans les essais thérapeutiques, vous voyez que l'avenir, j'espère, sera mieux pour eux et on améliorera leur pronostic fonctionnel. Comment faire pour avoir moins mal et donc améliorer cette compliance? Quand je dis la compliance, c'est la compliance des médecins à prescrire des HBPM pendant 6 semaines à 3 mois dans la thrombose veineuse profonde. Et je remercie Pascal Amédro parce que c'est lui qui m'a dit qu'il fallait se battre pour obtenir ce genre de dispositif. Donc vous connaissez peut-être, qui est l'insufflon, qui était un dispositif fait pour l'insuline, mais qui est tout à fait utilisable dans les injections d'enoxaparine. Donc c'est un dispositif qui est en sous-cutané, donc vous voyez avec une aiguille qui va être posée à une reprise, puis l'aiguille sera enlevée. Le dispositif, on le voit ici avec un cathéter souple qui va rester sous la peau et qui va être changé tous les 5 jours. Donc au lieu de 10 injections de Lovenox douloureuses sur 5 jours, on va avoir une seule injection au moment de la pause. Ce dispositif coûte assez cher, plusieurs centaines d'euros jours, ce qui est à peu près la durée recommandée d'un traitement au moins dans les thromboses veineuses profondes. On a réussi à l'obtenir. Les précédentes fois, on n'avait pas de remboursement et donc en fait, on a fait acheter ce dispositif par l'hôpital et délivrer à la famille pour son retour à domicile parce que les parents ne peuvent pas, doivent le payer si il est pris en charge à l'extérieur de l'hôpital. Donc, un système extrêmement bénéfique qui va bien sûr changer beaucoup aussi, je pense, la prise en charge et améliorer les traitements des thromboses veineuses profondes, surtout post-cathétérisme. Et puis prévenir les complications, on en a parlé tout à l'heure, la TIH est rarissime mais peut être dramatique. Donc on sait aujourd'hui que le relais par les AVK, dès que possible, va limiter ce risque d'exposition à l'héparine. Et donc 2 cas cliniques. Vous voyez un enfant qui a désormais 15 ans, mais qui a été pris en charge pour un cœur univentriculaire avec une DCPP donc en juin 2005. Pas de souci particulier. Et puis, 6 ans après, une totalisation de sa dérivation cavo-pulmonaire. Le bilan préopératoire des plaquettes strictement normal, une baisse des plaquettes
durant le bloc opératoire, bien sûr, avec une transfusion en fin de bloc opératoire qui remonte le fil de plaquettes. Et vous voyez que sous héparine, progressivement, parce que les contrôles sont réguliers, on voit petit à petit la thrombopénie survenir, toujours avec un décalage de quelques jours. Et puis un appel, et ça je vous le conseille, hein, s'il y a un doute, vous appelez votre laboratoire d'hémostase. On va bien sûr appeler la pharmacovigilance, mais les hémostasiens vont vous aider à la prise en charge. On fait cette fameuse recherche d'anticorps anti-PF4 et qui est très nettement positive. On verra que ce n'est pas toujours simple d'analyser ces résultats et c'est pour ça qu'il faut se faire aider des professionnels. On le met sous danaparéoïde et vous voyez que les plaquettes remontent, il n'y a pas eu de complications cliniques. Et donc cet enfant a été bien sûr a fait l'objet d'une déclaration obligatoire à la pharmacovigilance et, comme vous l'a dit Dominique, une lettre et un certificat qui confirment le diagnostic et qui vont faire que la suite de la prise en charge sera extrêmement particulière et on évitera l'héparine, même si on peut discuter éventuellement dans certains cas de reprendre sous surveillance. Et puis un deuxième cas d'une enfant également en post-opératoire avec la même histoire. Et donc l'importance de l'appel du laboratoire à Boston. Oui, on nous dit que c'est la fin. Concernant la warfarine, plusieurs doses, et comme l'a dit Dominique, très discuté en gros dans les recommandations de Chest pour la warfarine, on était à 0,2 mg/kg, quel que soit l'âge, qui est en pratique non réalisable parce que ça donne des doses trop importantes pour les adultes. Une référence de 2015 où on faisait une différence en fonction de l'âge et globalement également des adaptations de doses qui sont parfois difficiles à réaliser parce que quand vous avez 2 mg de coumadine et qu'on vous dit de baisser de 25%, la galénique pose problème. Donc je vous ai déjà parlé de cet algorithme qu'on utilise avec des doses fixes en fonction du poids, moins 20 kg, 20, 30 ou plus de 30, et un INR à J3 qui permet, sans augmenter le risque hémorragique, d'avoir un objectif et un INR rapidement disponible et un équilibre du traitement plus rapide. Et donc, encore une fois, on est en cours de rédaction de ce document pour qu'il puisse être diffusé. Et vous savez aujourd'hui qu'il faut raisonner en 2 ou 3 mg par jour et après adapter sur la semaine en faisant des augmentations sur quelques jours de la semaine. La pharmacogénique, on a déjà parlé, une grande revue récente qui montre que bien sûr que les gènes de prédisposition et de sensibilité aux ABK vont faire que les doses vont être plus faibles quand ils sont présents. Aujourd'hui, on essaye également avec l'équipe d'Imagine de prédire la génétique avec l'INRJ3 et que j'espère qu'on devrait assez rapidement dire qu'avec un INRJ3 à tel chiffre, après telle dose, on peut dire que les enfants sont sensibles ou pas. Et donc, on va passer ces quelques exemples, mais encore une fois, en fonction de la dose que va recevoir l'enfant par jour, on va pouvoir dire que si un enfant de 50 kg a besoin d'1 mg de warfarine par jour, alors que c'est clairement qu'il est muté dans les 2 gènes de prédisposition, et qu'une des choses qu'il faut savoir, c'est que certains enfants ne sont pas hypersensibles aux ABK, mais plutôt résistants, et c'était le cas de cet enfant qui, alors qu'elle faisait 10 kg, avait besoin de 8 mg de warfarine en post-opératoire. Ça avait été initialement caché par de la cordarone et donc il faut encore une fois savoir rechercher ces rares cas et les adresser aux équipes de pharmacogénétique, mais pas de faire de génétique systématique. Éviter les complications, l'éducation thérapeutique est un sujet majeur. Juste pour vous dire que dans les marfans, on va avoir un risque d'hémarthrose dont il faut prévenir les patients parce qu'ils ont souvent des doubles valves quand c'est des marfans néonatales. Et donc le risque et le traitement fonctionnel pour éviter les séquelles fonctionnelles, bien encadrer les gestes chirurgicaux de type chirurgie de scoliose chez les patients ayant des insuffisances aortiques. Et donc les recommandations aujourd'hui, c'est de prendre en charge l'insuffisance aortique en mettant des valves artificielles sous ABK, d'équilibrer le traitement et de s'orienter vers une chirurgie de scoliose avec un relais héparine et non pas l'inverse, d'adresser bien sûr au gynécologue, de prévenir les chocs et de savoir orienter les enfants en cas d'hémorragie pour éviter les séquelles neurologiques.
les interactions chez l'enfant, je vous les ai remises pour bien y penser, et puis des informations utiles en termes de chirurgie et de prévention. Hein. Aujourd'hui, dans les chirurgies programmées, il faut arrêter les antivitamines K. Par contre, donc on va s'arrêter. Vous lirez ça, tout ça, la prévention de l'endocardite, juste pour regarder cette image de calcification de la trachée, des alopécies et les dispositifs qui permettent… Stop. Voilà. Et donc, il y a 10 questions. Donc, on va regarder ces questions et vous y répondre. À quand l'utilisation des AOD chez l'enfant? Donc, je vous ai dit pour l'instant pas d'AMM et elle devrait venir assez rapidement. Quels sont vos critères pour rechercher une thrombose de l'artère radiale ou fémorale? Donc, on ne va pas parler des thromboses des artères, mais bien des veines, et donc bien sûr devant une augmentation du volume du membre ou une coloration anormale, il faut faire l'échographie Doppler et faire le diagnostic pour le traiter, on l'a dit. Faites-vous vos procédures par cathétérisme avec ponction éco-guidée systématique ou non? Pas systématique, mais globalement, en tout cas, l'échographe est disponible dans la salle de cathétérisme et c'est clair que ça peut limiter le nombre de ponctions. Intérêt d'un traitement pharmacologique dans le cadre des thromboses veineuses superficielles? Si oui, quelle molécule? Posologie, protocole? Est-ce que vous voulez répondre? En tout cas, nous, on ne fait pas de traitement systématique des thromboses veineuses superficielles. Non, le traitement n'est pas systématique. Il n'y a rien de très cadré chez l'enfant. Mais effectivement, le traitement n'est pas du tout systématique. Il dépend des circonstances de survenue. Et donc, comme dans la majorité des cas, ce sont des thromboses veineuses superficielles sur des cathlons. En général, le retrait du cathlon et la surveillance clinique permet de voir régresser la thrombose. Donc, attention, on a vu des prénoms et des dates de naissance des patients. Donc, on va enlever les dates de naissance. Quelle molécule recommandez-vous en cas de TIH documenté dans les suites d'un cathétérisme cardiaque ou dans les suites d'une chirurgie cardiaque pédiatrique? En pratique, on privilégie la molécule, le danaparode sodique, l'orgaran, qui a l'AMM et des posologies adaptées à l'enfant et qu'on sait surveiller parce que effectivement, l'argatroban a été indiqué dans les recommandations du GIHP, enfin de la SFAR et du GFHT, mais pour l'instant, en tout cas, la surveillance n'est pas disponible à Necker et elle n'est pas disponible dans beaucoup d'endroits, donc il faut aussi tenir compte de ça. Niveau d'AT3 sous ECMO, même message, viser des valeurs comparables pour l'âge. Exemple, à 1 mois de vie, 40% c'est suffisant. Pas de nécessité de viser le 80%. Alors sur l'ECMO, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi une supplémentation chez l'adulte. Hein. Dans l'ECMO, l'antithrombine est consommée et si l'antidissa est atteinte, il n'y a pas de raison de rajouter de l'antithrombine. Maintenant, si on a du mal à augmenter l'activité antidissa en augmentant les doses d'héparine, on discutera l'administration d'antithrombine. Non, c'est exactement, c'est ça. Ouais. Est-il possible d'administrer des HBPM à l'aide des cathés sous-cutanés du remodulin, car injection souvent douloureuse? Donc vous avez vu que c'est plutôt le dispositif, en tout cas d'un sufflon, mais en tout cas c'est le même système qu'avec le remodulin, donc une aiguille qui permet une injection sans multiples piqûres, mais en tout cas on utilise ce cathéter qui est là. Donc, et maintenant d'autres questions. Alors on nous dit qu'on ne nous entend pas, donc j'espère que vous nous avez entendus, parce que visiblement certains nous ont entendus. Une femme enceinte présentant un SAPL, doit-on la mettre sous anticoagulant type HBPM en fin de grossesse? Oui, le SAPL est un facteur de risque majeur de thrombose chez la femme enceinte. En général, on anticoagule pendant la grossesse et jusqu'à 6 semaines en postpartum. Voilà, le professeur Bonnet qui nous demande de nous arrêter. Je vous demande de vous arrêter, mais on n'a quand même que 4 minutes de retard et on a commencé à 18h02 comme il nous l'a dit. Antécédent de TIH, PF4 actuellement négatif et nouvelle chirurgie sous CEC, quelle anticoagulation? Idem si PF4 encore positif.
Alors, si le PF4 est négatif, donc on est à distance de la TIH, on peut administrer de l'héparine pour la durée de la CEC et en post-opératoire, on fera un relais avec le danaparoïde sodique. Si les anti-PF4 sont encore positifs et que, bon, a priori, la TIH est peu ancienne, là, il faut vraiment faire un protocole adapté avec… alors, nous, on n'a jamais été confrontés à ça en pédiatrie, mais il y a des recommandations adultes avec l'utilisation de molécules dérivées d'irudine. Souvent, il y a des problèmes de monitoring. Donc, effectivement, il faut se reporter aux équipes qui ont l'habitude de faire ce type de surveillance. Avec la bivalirudine, il y a des protocoles qui sont proposés. Et maintenant, la bivalirudine est de nouveau disponible. Donc, c'est une alternative possible, mais en ayant des possibilités de surveillance. Donc, ça s'organise. Et en cas d'urgence, on essaiera l'héparine. Il y a des protocoles aussi avec héparine et antiplaquettaires pour les situations d'urgence. Mais c'est de toute façon des situations difficiles à gérer. Si l'orthidicin est inférieur à 0,5 sous l'Ovenox, majorez-vous la dose ou bien ne modifiez-vous les doses que si c'est supérieur à 1. Donc, on n'a pas parlé du timing, mais donc c'est antidissa 4 à 6 heures après la 3e injection avec un objectif entre 0,5 et 1. Donc, effectivement, chez l'adulte, pas de contrôle. Chez l'enfant, nous, on préconise un contrôle et si il n'est pas dans la cible, alors on va augmenter de 20% avec toujours l'idée d'essayer de se rapprocher sur des doses faciles à utiliser, c'est-à-dire qu'on ne met pas 950 unités chez un petit, mais bien 1000, ce qui permet de faire une ampoule de 2000 unités, ce qui ne nécessite pas de dilution. Donc voilà, et après, on ne fait pas de nouveaux contrôles. Et pour l'Inoep, on fait l'antidissa après 2 injections et avec les mêmes pratiques et donc globalement peu de contrôle, mais le contrôle des plaquettes si on est en milieu chirurgical qui doit être fait au début du traitement et pendant plusieurs semaines. Morbidité très importante de votre cohorte anécaire sous HBPM et ABK. Alopécie, ostéopénie. Donc, est-ce que c'est une question parce que là, on dirait qu'on a une morbidité très importante. En tout cas, vous voyez que sur 412 patients, les alopécies, on a eu 3 cas. L'ostéopénie, on ne la recherche pas. On a passé rapidement cette diapositive, mais il y a quelques études, mais elles ne sont pas toutes dans ce sens-là sur potentiellement de l'ostéopénie. Et puis cette calcification trachéale, j'ai mis ce scanner parce que, encore une fois, cet enfant avait un contrôle de scanner pour autre chose que c'était un tronc artériel commun. Ça a beaucoup occupé les endocrinologues, les radiologues, et globalement, c'est très décrit que ça donne des calcifications des anneaux trachéaux sans qu'on puisse, chez cette patiente qui est une valve mécanique, discuter d'autres traitements. Donc, en tout cas, à savoir pour éviter trop d'examens, si les patients sont sous ABK, elle prend ses ABK depuis 10 ans. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Il est 19h23. Voilà, on espère que ça vous a aidé et vous pourrez bien sûr regarder les diapositives où il y a encore plus d'informations. Le message, on a passé la conclusion, hein, c'est que c'est efficace, l'héparine et les antivitamines K, que bien sûr les AOD sont une vraie réalité et qu'on espère que ça va changer beaucoup de choses. De la prévention, on l'a dit, pour la récidive et bien sûr enlever les cathéters centraux qui ne sont pas nécessaires. Ça semble une évidence, mais c'est vrai que parfois on va laisser le cathéter central pour des mauvaises raisons. Il faut les enlever parce que c'est vraiment le grand facteur de risque quelle que soit la comorbidité associée. Et puis bien sûr de l'éducation thérapeutique parce que les AOD resteront, et s'ils sont plus diffusés, des médicaments anticoagulants puissants, des médicaments à haut risque, et que le patient, même s'il a un confort de vie et l'absence de contrôle biologique, doit savoir qu'il prend un médicament qui a exposé à un risque hémorragique, et donc bien sûr prévenir l'ensemble des personnes qui prendront en charge ces patients. Voilà. Une dernière question qui demande si le webinaire est enregistré. Le webinaire est enregistré par Damien Bonnet qui va le mettre sur YouTube dès qu'on aura arrêté de parler. Donc, vous pouvez le regarder, le revisionner autant que vous le souhaitez, en espérant qu'il y aura du son. Et sinon, on trouvera une solution. On vous dit au revoir.
et à bientôt pour la suite du programme qui sera diffusé par le même système de mail.